Dans un premier temps, elle va nous parler, on va dire, des bases, de reprendre un certain nombre d'éléments du fonctionnement de ce qu'on va appeler le circuit de l'argent. Je lui laisse la parole. Je suis très contente d'être avec vous tous ce soir pour parler de banque, de finance, un sujet que je pratique professionnellement depuis 35 ans maintenant. Donc, à partir vraiment de la base, comment ça fonctionne une banque? Parce qu'on a souvent l'image d'une boîte noire de la finance, mais en fait, voilà, c'est assez simple. Donc, j'ai pris à titre d'illustration, bien sûr, le circuit de l'argent que je connais le mieux, qui est celui des crédits coopératifs, mais enfin, c'est toujours un petit peu la même chose, hein. Donc, une banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit des dépôts de ses clients et elle les transforme en prêts pour d'autres clients. Donc, les dépôts de la clientèle, bon, là, c'est vraiment un exemple, hein. Chaque banque a sa composition de dépôt de clientèle et sa composition d'emploi de ses ressources. Mais vous voyez avec les chiffres qui s'affichent à l'écran que l'essentiel de ce qui est prêté vient des dépôts de la clientèle. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire que tout un chacun, dès qu'on a un compte courant avec un petit peu d'argent dessus, même un petit peu, ça alimente ce circuit de l'argent. Alors, tout ne vient pas de la clientèle et tout ne va pas à la clientèle parce qu'il y a des mécanismes d'ajustement, parce que les dépôts, en général, ce sont des dépôts courts, hein, c'est des comptes à vue, c'est des livrets, donc ça rentre, ça sort, si je puis m'exprimer ainsi, alors que les crédits, ben, quand c'est des crédits immobiliers, c'est 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc, il y a forcément un petit peu de ressources de marché, d'ajustement de tout ça. Donc, peut-être préciser aussi que les types de placements qui sont dans le bilan d'une banque, ce sont donc bien sûr les comptes à vue, les dépôts à terme, compte à terme, enfin toute la famille des dépôts à terme, dont le plus connu est le compte à terme. Si par contre vous avez de l'assurance vie ou des contrats de capitalisation, si c'est une personne morale, là c'est dans le bilan d'un assureur, même si là, vous l'avez souscrit via la banque, c'est pas dans le bilan de la banque. De même, si vous avez souscrit des OPC, ainsi qu'à fonds commun de placement, ce n'est pas dans le bilan de la banque, c'est la société de gestion filiale de la banque qui sert d'intermédiaire, mais ça ne rentre pas dans le bilan de la banque. Ou si vous achetez des obligations ou des actions de telle entreprise, ça ne rentre pas dans le bilan de la banque, hein. Donc, ce qui rentre dans le bilan de la banque, faire simple, c'est les dépôts à terme et le compte courant. C'est là où vraiment vous confiez l'argent à votre banque qui en fait le meilleur usage selon les convictions ou la doctrine d'engagement de chacune des banques. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de professions, enfin peut-être dans le médical, remarquez, aussi réglementées que la banque. Et ça va dans un objectif de toujours plus de transparence, plus de protection aussi des consommateurs, donc des clients, hein. L'ensemble des réglementations, normalement, vont dans ce sens-là. Donc, les banques, elles sont très surveillées. Bon, déjà, ça relève du Code monétaire et financier. Il y a l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Et puis, j'ai mis la BPCE, excusez-moi, c'est la BCE, j'ai fait ça trop vite. BPCE, c'est le nom du groupe bancaire, c'est la Banque Centrale Européenne. Donc, oubliez le P de BPCE. Donc, les banques, les grandes banques, ce qu'on appelle des banques systémiques, elles sont contrôlées par la BCE. Donc voilà, tout ça, c'est très encadré pour limiter les risques et voilà, on ne parle pas de faillite bancaire en France, enfin, où ça remonte à très très loin. Voilà. Même bah, Dexia, ce n'était pas une banque de dépôt, donc je mets un peu de côté. Voilà. Depuis également 2023, toujours dans une logique de protection des consommateurs et de transparence, et les banques doivent demander à leurs clients placeurs, épargnants, sur les produits avant de leur proposer le moindre produit, leur appétence au risque, c'est-à-dire est-ce qu'ils souhaitent des produits
pas du tout risqué, moyennement risqué, très risqué. Alors dans une certaine limite, hein, parce que seuls les investisseurs dits professionnels peuvent prendre vraiment des gros risques. Et puis donc depuis 2023, il est demandé aussi l'appétence sur les sujets environnementaux. Est-ce que le client souhaite qu'on lui propose des produits avec produits divers, enfin avec une composante environnementale? Oui, il y a des réglementations qui vont dans le sens de toujours interroger plus le consommateur parce que les sujets bancaires, là, j'essaye de vous les simplifier, mais je ne veux pas non plus que c'est hyper simple, hein. Donc, il faut bien protéger le client en lui donnant des choses qui lui permettent de comparer différents produits, de comparer les offres de différentes banques et de ne pas le laisser tout seul face à des rapports d'activité qui font des dizaines et des dizaines de pages. Voilà. Alors, est-ce que tout ça est complètement transparent? Euh, j'ai envie de dire que c'est de plus en plus transparent, mais que ce n'est pas parce que c'est alors, relativement bien transparent que c'est forcément intelligible par tout un chacun. Parce que plus on demande de transparence, plus il faut donner d'informations, et plus on donne d'informations, plus ça peut être confusant ou difficile de s'y retrouver. Comment s'y retrouver aussi sur la vertu d'un placement, donc les différents labels, critères, etc. Donc les critères ESG, hein, donc environnement, social, gouvernance. Donc ESG, je dirais que c'est la version financière de RSE. Dans le monde de la finance, on parle plus de ESG que de RSE, mais enfin, c'est la même logique, hein, donc l'environnement, le social, la gouvernance. Donc, voilà, ça, c'est les critères, les placements plus ou moins ESG, mais c'est pas un label. ISR, investissement socialement responsable, là, donc, on a un label qui intègre, donc, ça veut dire c'est un placement qui intègre ces fameux non, critères ESG et donc toujours sans, bien sûr, que ça ne se fasse pas au détriment de la performance financière, hein. Je dirais que le côté responsable d'un placement ne doit pas être une excuse pour que le placement n'ait plus de rentabilité. Il y a des placements ISR qui sont rentables, ça dépend après le degré de risque aussi, hein, parce qu'on sait qu'il y a des structures économiques dont le modèle, un modèle économique qui repose aussi sur des produits financiers, hein. Donc, bien sûr, les banques ont des clients qui souhaitent avoir une certaine dose de risque pour avoir un certain niveau de rentabilité, mais tout en étant socialement responsable. Et c'est tout à fait possible. Il ne faut pas croire que c'est rendement ou responsabilité. Les deux sont tout à fait compatibles dans une certaine mesure. Bien sûr, tout dépend après comme je disais, du niveau de risque. Donc, le label ISR, il permet de déjà avoir un certain degré d'exigence. Mais ça restait un petit peu flou. Voilà. ISR, il y avait, si je puis dire, un peu à boire et à manger. Donc, la nouvelle réglementation qui a dit, mais dans l'ISR, il faut classifier les fonds. Alors, ce qui a un petit peu semé un mouvement de panique chez certaines sociétés de gestion. Là, on parle bien, hein, des fonds OPC, fonds communs de placement, etc. Donc, ils sont gérés par les sociétés de gestion. Parce que d'un seul coup, on a dit, bon, ISR, c'est pas assez transparent, hein. Il y a un petit peu à boire et à manger. Donc, on va faire différents niveaux d'ISR. Donc, ce sont les fonds dits article 6, article 8 et article 9. Donc, le top du top, ce sont les fonds article 9. Donc, si vous avez une exigence ISR
au top, vous demandez à votre intermédiaire financier, votre banque ou la société de gestion, de ne vous proposer que des fonds article 9. En plus, comme ça, vous paraîtrez très savant. Non, mais voilà, ce serait de plaisanterie. Donc, certaines sociétés de gestion ont vu leurs fonds ne plus, enfin, qui les mettaient en avant comme des fonds ISR extraordinaires, n'étaient plus que des fonds article 6. Hein. Donc voilà, si vous avez souscrit des fonds communs de placement il y a déjà un moment, avant cette nouvelle réglementation, ça peut être intéressant que vous regardiez sur le site de votre banque ou que vous vous renseigniez si ça correspond bien à ce que vous aviez voulu, enfin, votre intention au moment où vous aviez souscrit. Parce que quand on parlait ISR, avant, c'était un petit peu flou, disons, voilà, d'un établissement bancaire à l'autre. Ce n'était pas tout à fait les mêmes degrés d'exigence. Voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose à bien avoir en tête et vraiment qui prend de l'importance. Hein. Vraiment, les gens sont de plus en plus attentifs. Alors, peut-être pas encore les particuliers, mais les investisseurs un peu plus avertis, un peu plus professionnels, pas au sens MIF, mais un peu voilà, plus familiarisés avec ces sujets, sont attentifs maintenant à ces fonds, euh, au degré de labellisation de ces fonds. Alors, je crois que j'ai vu passer une question, mais c'était furtif. Alors, je vais me permettre de poser la question. C'est par rapport à ces différents critères ISR, ou là même peut-être plus sur les articles 6, 8 et 9. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une façon assez simple, je reformule la question d'Anne-Sophie, d'avoir la certitude que sont exclus de ces fonds les entreprises qui financent les nouveaux projets fossiles ou les entreprises qui travaillent dans l'exploitation, le Oui, si transport de vous êtes façon sur directe? de l'article 9, là, c'est propre, je dirais. Voilà. Pour vous parler du label Finansol, que je pense un certain nombre d'entre vous connaît, hein, c'est un label qui a déjà une certaine ancienneté. Alors, donc, qui dit un label avec une certaine ancienneté, c'était un label qui n'avait pas été conçu pour regarder les sujets environnementaux. Hein. Il y a 25 ans, c'était des sujets auxquels on s'intéressait quand même beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Donc, le label Finansol, donc Finansol pour Finance Solidaire, on était plus sur des sujets uniquement à impact. Donc, la finance solidaire, c'est de la finance, j'allais dire un peu alternative. Bon, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est vraiment avec du sens, donner du sens à son épargne, prioriser vraiment le sens. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de rendement. Mais les gens qui cherchent de la finance solidaire, ils mettent vraiment quand même d'abord le côté social, solidaire. C'est ça vraiment la priorité. Donc, bien sûr aussi avec de l'écologie, hein, mais à l'origine, c'était quand même plus la finance solidaire. Donc, finance solidaire, là, on peut toucher tout type de placement, bien sûr des produits bancaires, livrets, dépôts à terme, etc. Des produits comme les fonds communs de placement, mais aussi des titres de foncière solidaire. Par exemple, vous connaissez sans doute Habitat Humanisme, qui voilà, émet des titres qui sont labellisés Finansol. Voilà, donc il y a, enfin, vous voyez à l'écran hein, plein de types de produits de placement. Alors, attention, le petit triangle, parce que ce n'est pas un établissement bancaire qui est labellisé. Vous avez dans chaque banque des produits.
labellisés Finansol et d'autres qui ne le sont pas. C'est pas parce que vous avez un jour souscrit à un livret de partage labellisé Finansol dans votre banque que tous les produits de votre banque, voilà, je précise parce que certains parfois se disent ma banque m'a vendu un produit avec un label Finansol, donc c'est que ma banque, elle est labellisée Finansol. Non, on doit bien, en tant que banque, faire labelliser, si on le souhaite, produit par produit. Ça ne veut pas dire non plus que c'est parce que ce n'est pas labellisé Finansol, ça veut dire que c'est pas bien. Parce que le label Finansol est relativement cher. Donc, les banques ne font pas forcément labelliser tous les produits qui pourraient l'être. Hein. Donc, c'est Finansol, c'est bien, c'est pas Finansol, c'est pas bien. Voilà. Donc, ça, c'est important aussi. Donc, je disais oui que le label Finansol, il est un peu cher, mais ça, on ne l'achète pas pour autant. Hein. Il y a un comité du label qui est indépendant de l'association Finansol et c'est fait de façon extrêmement rigoureuse. Donc, voilà, c'est vraiment des gens tout à fait sérieux, honnêtes intellectuellement et tout à fait fiables. Et donc, vous voyez, il y a un choix, il y a à peu près 200 produits et il y en a, je pense hein, que dans tous les réseaux bancaires, vous pouvez, enfin, je pense, je sais que dans tous les réseaux bancaires classiques français, vous pouvez trouver des produits labellisés Finansol. Vous n'avez pas besoin de changer de banque pour trouver un produit labellisé Finansol. Comment les produits solidaires produisent-ils de l'argent? Comment les produits se bah, écoutez, si c'est par exemple un livret qui peut être solidaire, par exemple un livret de partage. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un livret de partage. C'est un livret dont les intérêts sont partagés entre l'épargnant et une association de son choix à qui il souhaite faire un don. Hein. Le premier produit de partage, ça remonte à au moins 35 ans. Nous, Crédit Coopératif, on avait créé le premier avec le CCFD, hein, que vous connaissez très certainement, Comité catholique contre la faim et pour le développement. Donc, c'est le premier produit de partage. Puis depuis, ça a fait des petits euh, chez nous, dans d'autres réseaux. Donc, un livret, j'ai produit des intérêts parce que la banque rémunère l'argent qu'elle collecte. Si c'est un produit, par exemple un OPC monétaire qui est solidaire, un OPC monétaire, ça va être constitué de titres d'État, donc de la dette française dont on parle beaucoup ces derniers temps, ou de la dette d'autres pays, de la dette dite souveraine. Euh, Ça peut être, voilà, enfin, c'est pas une catégorie financière, finance solidaire. C'est un label par rapport au contenu ou à la vocation du produit, mais c'est pas une catégorie en soi dans le code monétaire et financier. Si c'est des titres d'une foncière solidaire, ben c'est grâce au loyer que va encaisser la foncière qu'elle va pouvoir rémunérer les investisseurs, par exemple. Alors, est-ce que vous êtes les seuls ce soir autour j'allais dire, de la table à vous intéresser à ces sujets? Eh bien non, pas du tout. Et tant mieux. La statistique là est un petit peu ancienne, mais j'ai pas trouvé plus récent. Ça date de 2021. C'était un sondage Opinionway. Et vous voyez qu'une grosse majorité des Français déclarent que l'impact de enfin, sont conscients de l'impact de leur placement sur l'environnement. C'est énorme, hein. Alors, c'est pas parce qu'ils sont conscients qu'ils passent à l'acte forcément à choisir. Voilà, ça c'est deux choses différentes. Hein. On a tous nos contradictions. Voilà, la plupart des fumeurs savent que fumer tue, mais ils fument quand même. Bon, ben voilà, là, je fais un peu le parallèle, mais voilà, il n'y a pas 76% des gens qui sont dans une banque qui a un bon bilan carbone ou qui choisissent des produits bien pour l'environnement. Mais ils savent quand même qu'ils pourraient le faire. Donc, c'est déjà un premier pas.
Et 65%, alors c'est pas le même chiffre, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, disent que c'est bien que leurs conseillers, enfin, ils souhaitent que leurs conseillers leur proposent des placements donc responsables ou durables, hein. Parce que c'est vrai qu'on parle plus de finances durables que de finances responsables. C'est un petit peu la même chose. Donc voilà, je trouve que cette slide, elle est très positive. La question, on entend beaucoup parler des banques qui sont des gros pollueurs, etc. Euh, et donc, je me permets de Ok. vous faire intervenir sur cette slide, en particulier sur Oui. où se situe Alors, la pollution dans une banque, et comment est-ce que nous aussi, en tant que particulier et en tant qu'association, nous pouvons intervenir à cet effet. donc, scope 1, c'est vraiment ce qu'une entreprise génère comme gaz à effet de serre pour son propre fonctionnement, euh, enfin, par son activité, par son activité propre. Voilà, vous êtes une usine de papier, le fait de fabriquer du papier, c'est votre scope 1 en gaz à effet de serre. Le scope 2, c'est plus votre fonctionnement, les véhicules dont vous avez besoin, tout ça. Et scope 3, c'est ce que vos clients génèrent. Donc, pour une banque, c'est vraiment le scope 3, c'est-à-dire le bilan carbone de nos crédits, qui est beaucoup plus d'impact que le fait d'avoir des locaux, des agences, de l'informatique, des moyens de paiement, etc. C'est vraiment les crédits que nous faisons à nos clients qui sont le plus impactants dans l'activité de la banque. Donc, pour comparer d'une banque à l'autre, on regarde à qui sont faits les crédits. Donc, on regarde et on compare, parce que les banques, elles ont des tailles différentes, hein. Il y en a des plus petites, des plus grosses. Nous, il se trouve qu'on n'est pas une très, très grosse banque. Crédit coopératif, on a la taille d'une grosse caisse d'épargne, par exemple, hein. Et on est national, donc on est une petite banque. Donc, il faut comparer par millions d'euros prêtés pour que ce soit comparable. Et donc, selon à qui on choisit de prêter, ça donne des scores plus ou moins bons. Donc, bien sûr, si vous prêtez pour les énergies fossiles, là, vous explosez complètement votre euh, tonne de CO2 par million d'euros investis ou financés. Voilà. Donc, nous, comme ça fait depuis toujours qu'on ne finance pas les hydrocarbures, ben, on a un stock de crédit, je dirais, propre, hein. Parce que ça, c'est le stock de crédit. Ce n'est pas les nouveaux crédits que vous faites dans l'année, c'est le stock de crédit qu'il y a dans votre bilan. Donc, il y a des crédits qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, des reliquats de crédits faits il y a 20 ans, 25 ans, voire 30 ans, hein. Donc, ça permet de comparer. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais moi, voilà, comment j'ai l'information? Ma banque, comment je sais? Euh, Alors, vous pouvez aller lire dans les rapports annuels, mais ce n'est pas forcément évident de vous y retrouver. Donc, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de vous fier à des gens qui savent faire, qui ont les compétences et qui, alors, ce n'est pas leur métier, parce que c'est des ONG, mais enfin, qui ont des spécialistes. Change de banque, c'est Reclaim Finance, hein, qui est derrière, une ONG bien connue et tout à fait sérieuse. Donc, ils ont des comparateurs, donc vous pouvez comparer. Voilà, vous avez un livret euh, au Crédit Mutuel et puis des dépôts à vue à la BNP, qu'est-ce que ça donne? Et puis, si vous mettiez tout dans une autre banque, qu'est-ce que ça donnerait? Vous pouvez aller voir Oxfam aussi. Alors là, c'est pas un comparateur, mais il y a de la littérature tout à fait grand public sur l'impact financier, enfin l'impact carbone, pardon, des banques, ceux qui font les choses plus ou moins bien. Également Greenpeace, voilà, qui peut avoir des choses intéressantes pour vous si vous souhaitez sur les banques éthiques. Et puis il y a d'autres petites startups qui ont développé sur votre smartphone des comparateurs. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous avez comme placement à droite ou à gauche et comparer si vous
passiez d'un livret à autre chose et si vous passiez de telle banque à telle autre, ce que ça donnerait comme impact. Voilà. Et ça, c'est voilà, Reclaim Finance, vraiment, c'est des gens sérieux et indépendants, hein. C'est des ONG, donc ils sont payés par personne. C'est c'est objectif. J'ai pas dit que la slide d'avant avec les tonnes carbone par million d'euros financés, c'est selon la méthode de Carbone 4, hein. Carbone 4, ça a été créé par Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur qui a développé une méthode basée aussi sur la taxonomie européenne, hein. Donc voilà, tout ça. Alors chaque méthode a ses avantages, ses inconvénients, mais ce qui est important, c'est que la même méthode soit appliquée pour tout le monde. Ça permet de comparer.